Bonjour à tous, bonjour les loulous. Et oui, regardez, j'ai à nouveau changé de musée pour passer un très bon moment avec vous. Cette fois, je me trouve dans le musée des Beaux-Arts. Ah, c'est impressionnant. Rien que le bâtiment en lui-même vaut le déplacement. Vous vous souvenez que la dernière fois, Laurence m'avait lancé un défi au musée de folklore et des imaginaires? Eh bien, cette fois, c'est à moi de tester sa perspicacité. Regardez la lettre que je lui ai envoyée. Bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Et peut-être que vous allez pouvoir m'aider parce que Cindy a l'esprit joueur en ce moment. Regardez ce qu'elle m'a envoyé. Elle me demande de trouver une tortue géante. Mais où cela se trouve-t-il? Au musée d'histoire naturelle, bien évidemment. Ouh là là, je pense que Laurence n'est pas sur la bonne piste. Bonjour. Voici la plus grande tortue du musée, la tortue géante des Seychelles. Mais cela ne doit pas être celle-là, elle est encore beaucoup trop petite. Ce ne sera donc pas dans ce musée-ci, je pense que je vais aller voir ailleurs. Ah, ça y est, elle commence à comprendre. Et si j'allais voir dans le musée d'en face, le musée des Beaux-Arts? Ouh, elle chauffe. Je sais qu'il y a plein de représentations d'animaux. Me voici donc dans ce magnifique et unique musée créé par l'architecte belge Victor Horta et inauguré en 1928. Ah, je crois que je suis au bon endroit. Voici le plan du musée. Il a bel et bien une forme de tortue avec le corps, les 4 pattes et la tête. Je vais maintenant faire fonctionner la mienne pour trouver ce fameux tableau. En attendant que Laurence trouve le bon tableau, je vais vous montrer une œuvre que j'adore. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est un tableau de Louis Pion, un artiste tournaisien, qui fut également le premier conservateur de ce musée. Observez la précision des traits de cette scène champêtre qui se situe vers les villages de Lamain ou de Blandin. En fait, c'est grâce au talent de Louis Pion que c'est aussi réaliste, mais aussi à cause de la technique qu'il utilisait. Il travaillait d'après des photos. C'est une des manières possibles pour les peintres de créer leurs tableaux. Louis Pion a beaucoup représenté des paysans dans les champs car il venait d'une famille d'agriculteurs. Bon, eh bien je pense que je vais commencer par la première salle sur ma gauche. Waouh! Quel tableau gigantesque! Ce sont les œuvres de Louis Gallet, un peintre tournaisien dont une statue trône près des jets d'eau de l'hôtel de ville.
Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Comment le peintre a-t-il pu représenter des scènes qui se sont déroulées des siècles avant sa naissance? Il a certainement dû se documenter, lire des textes descriptifs. Et pour peindre des tableaux pareils, il a dû en faire des essais, des brouillons, ce qu'on appelle des esquisses. En tout cas, ces tableaux sont tellement grands qu'on dirait un écran de cinéma. Et c'était une manière à l'époque de raconter des histoires aux gens. Laurence cherche encore. Alors moi, je continue à vous montrer des œuvres que j'aime particulièrement. Voici des tableaux réalisés par Hippolyte Boulanger, un autre peintre tournésien. Il était plutôt anti-académique. Il ne faisait pas comme les autres. Il est à l'origine de la première école de peinture en plein air, chose qui ne se faisait pas à l'époque. On peignait normalement en observant un modèle qui pose à l'intérieur. Si à une époque les peintres ont pu commencer à aller peindre à l'extérieur, c'est grâce à l'invention du tube de peinture. Beaucoup plus pratique. Ah, chut, voilà Laurence. Ah, je pense que j'approche du but. Il y a beaucoup de végétal, de paysages représentés par ici. Tiens, ces arbres pourraient être des oliviers, non? Ah, flûte, quand je lis le cartel, il est indiqué que le titre de l'œuvre est « Arbre à Montmajour ». Et pourtant, Cindy m'avait parlé d'olivier. Ah, et puis flûte, je vais appeler Cindy pour lui demander si c'est bien ça. Pas la peine Laurence, je t'ai vu arriver. Et alors, tu as aimé mon petit jeu? Si tu me dis ça, ça veut dire que je suis devant le bon tableau. Mais pourtant, il ne s'appelle pas Olivier à Montmajour. Et non, parce que suite à des recherches très récentes permettant de situer le lieu exact où le peintre a travaillé, l'historienne de l'art, Madame Bernadette Murphy, s'est rendue compte que ce ne sont pas des oliviers, mais des chênes verts et des pins d'Alep. On a donc rebaptisé le tableau. Donc si je comprends bien, tu m'as tendu un piège. Oui, mais je savais que je pouvais compter sur ton esprit de recherche. J'en profite pour t'expliquer quelque chose que j'ai déjà évoqué avec nos petits amis auparavant. Tout comme Hippolyte Boulanger le faisait constamment, Vincent van Gogh, l'auteur de ce tableau, l'a créé en pleine nature. D'ailleurs, on devine le vent dans les arbres. Et on imagine que cela pouvait l'ennuyer fortement pour utiliser un chevalet. Raison pour laquelle il a réalisé un dessin plutôt qu'une peinture. D'ailleurs, ce tableau a été réalisé avec un roseau taillé et de l'encre de Chine. Mais je ne vois pas le nom du peintre comme signature, seulement son prénom. Oui, Van Gogh faisait cela souvent. Il y en a d'autres qui n'indiquent que leurs initiales, ou d'autres encore ne signent pas du tout le tableau. On dit alors qu'il est anonyme. En me promenant dans le musée, j'ai vu un autre tableau qui a certainement été peint en extérieur. Viens, je t'emmène le voir. Voici une des pièces phares du musée, la pointe du Cap Martin, peinte par le célèbre Claude Monet. Ce peintre fondateur du mouvement impressionniste avait le don de peindre des tableaux qui nous plongent directement dans l'ambiance, comme si on y était. Quand on regarde celui-ci, on ressent le vent qui souffle dans les arbres, le soleil qui chauffe, l'écume et le clapotis des vagues. Et si on observe de plus près,
Il n'a pas juste utilisé du bleu pour représenter la mer, mais également du marron, du gris, du rose. C'est ce qui permet une représentation si réaliste du ressenti. Oh, et regarde les tableaux voisins. On a aussi l'impression de vivre la scène. Ils ont aussi été peints par un artiste très célèbre, Monsieur Édouard Manet, au XIXe siècle. Et tu sais que le bleu du lac, à l'époque, a fait scandale. C'était une couleur trop prononcée, trop intense pour la période. Je vais te montrer un autre tableau où la couleur bleue a posé problème. Par le passé, on ne faisait pas ce qu'on voulait. Il y avait des règles à respecter. Je parie que c'est ce tableau-là. En effet, les robes des jeunes filles y sont d'un bleu très profond. Tu as raison, Cindy. Et le peintre avait dû se justifier en prouvant que les demoiselles hollandaises portaient ce genre de tenue. Alors jusqu'à présent, nous avons des tableaux peints selon 3 principes différents. Soit d'après une photo, soit après s'être renseigné intensément sur la scène, soit en se trouvant directement dans la nature. Et il y a d'autres manières de procéder, je vais te montrer. Et je suis certaine que ça va te plaire parce que ce sont des animaux qui sont représentés. Génial! J'adore ce rhinocéros imaginaire. Et tu as vu? On dirait qu'il a été croisé avec une licorne. Eh bien, ce n'est pas un animal imaginaire, Laurence. Cette œuvre a été réalisée par Albrecht Dürer en 1515, époque à laquelle on ne connaissait pas les animaux venant des autres continents que l'Europe. En fait, le peintre a travaillé d'après une description qu'on lui a faite de l'animal. Et c'est pour cette raison que le résultat n'est pas fidèle à la réalité, comme par exemple la présence de ces grosses plaques, de toutes les écailles et de ce que tu appelais tout à l'heure une corne de licorne. D'accord, je comprends. Ça veut donc dire que pour ce rhinocéros-ci, c'est une autre technique qui a été utilisée. Tout à fait. Cette gravure est beaucoup plus récente et elle a été créée d'après une observation directe de l'animal par l'artiste Auguste Lançon. Donc, avec le temps, les représentations des animaux sont devenues de plus en plus réalistes. C'est tout à fait ça. Je remarque que certains peintres aimaient encore malgré tout laisser libre cours à leur imagination. Regarde sur cette gravure où les animaux sont relativement bien représentés. Il y a un dragon en arrière-plan. Ce qui est certain, c'est que la tendance était à essayer d'en savoir de plus en plus sur le monde qui nous entoure. Jette un coup d'œil à ces tableaux de Jos de Momper. On dirait des jumelles qui permettent d'observer le monde, et notamment les diverses espèces d'animaux qui existent. Oui, c'est amusant. En plus, ce qui me frappe, c'est le souci du détail et la richesse de ce qui est illustré. Et on y voit des animaux, des rivières, des forêts, des montagnes. Il devait certainement trouver que la nature est belle et variée. On dirait que le peintre a voulu montrer toutes les composantes de la nature en une seule représentation. Oui, et en plus de ça, certains représentaient la nature comme notre terre nourricière ou comme une source de substances qui peuvent nous guérir. En parlant de terre nourricière, regarde ce personnage. On pourrait dire qu'il a le melon. Sa tête est remplacée par un panier de fruits et légumes. Eh bien justement, Laurence, c'est pour montrer que l'homme ne fait presque qu'un avec la terre. Il en a absolument besoin pour se nourrir, mais aussi pour se soigner, ou tout simplement pour se détendre. C'est vrai que j'aime beaucoup me promener dans des jardins fleuris comme celui-ci. C'est très relaxant. Cindy, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Tu veux bien me suivre pour que je t'explique ?
Comment ont-ils fait pour faire rentrer ces deux gigantesques tableaux dans le musée? Eh bien, c'est très simple. Tu vois ce tableau? Il est peint sur une toile, une sorte de tissu assez rigide. Oui, En fait, les tableaux ont été transportés, roulés sur un cylindre. Et le cadre a été monté ici, sur place. Regarde, on voit les endroits où le cadre est découpé. ingénieux. Et figure-toi que celui-ci s'intitule L'abdication de Charles Quint. Et il a beaucoup voyagé en train dans toute l'Europe. Il a été peint en 1841, époque à laquelle où le transport en train se répand de plus en plus en Europe. Je sais que ce tableau a été commandé au peintre par le gouvernement belge de l'époque. Comme la scène se passe à Bruxelles, il est vrai, presque 300 ans plus tôt, c'était une manière de faire de la publicité pour la Belgique, ce nouveau petit pays, en montrant que des rois, des empereurs et autres personnages très connus sont venus dans notre capitale. Et n'oublions pas que Charles Quint était né à Gand. Ce fut le roi le plus puissant de l'époque. Ce n'est pas rien. Je pense que nous allons terminer notre visite sur cette jolie note royale. Tu as raison, Cindy. Mais je pense que tu ne vas pas résister à l'envie de proposer un petit jeu à nos amis. Ah, tu me connais bien, Laurence. Il apparaîtra juste après que nous vous ayons salué. Au revoir, les amis. Et à bientôt. À bientôt.